Je vais maintenant inviter à me rejoindre deux intervenants, les deux suivants pour notre séquence intitulée « Les architectes face à la réappropriation du patrimoine ». J'appelle Xavier Fabre et Florence Delomier-Rollin, qui doivent être dans le coin et qu'on peut accueillir sous nos applaudissements. Voilà. Je ne savais pas où regarder. Bonjour à tous les deux. Venez donc vous installer à côté de moi. J'ai pas dit bonsoir. Je fais très attention désormais. Vous avez un micro l'un et l'autre. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Xavier Fabre, vous êtes architecte et cofondateur de l'agence Fabre Speller, connue notamment pour votre travail de rénovation et restructuration, et notamment de théâtre. Votre agence, par ailleurs, répartit son activité entre Paris et Clermont-Ferrand. Florence Delomier-Rollin, vous êtes architecte, urbaniste en chef de l'État et conseillère pour l'architecture à la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez dû porter tous les deux un intérêt très particulier au lieu dans lequel on se trouve aujourd'hui, l'ancienne gare routière iconique de Clermont-Ferrand, transformée en théâtre. Est-ce que je peux en profiter pour avoir vos impressions? Vous étiez déjà venus l'un et l'autre ici, Xavier Fabre? Moi, je trouve ce théâtre magnifique et la réalisation exemplaire parce qu'elle est dans une situation complexe derrière un patrimoine très fort et très identitaire de Clermont, qui était la gare routière, dans lequel nous avons tous partagé des moments de repas, d'attente de bus et d'autres, et qu'elle joue à la fois de la force et de la discrétion, qui me paraît une des attitudes importantes à avoir face au patrimoine et à la ville. Florence Delomier-Rollin, vous le connaissiez ce bâtiment ou c'est la première fois que vous y rentrez? Non, je le connaissais, mais je ne connais pas toutes les pièces. Mais effectivement, je n'ai rien à rajouter. Et justement, c'est ce qu'on attend d'une intervention contemporaine, c'est que, en fait, non seulement ça prête à un nouvel usage, mais ça sublime l'existant. Bon, et on aura ce soir, vous l'aurez compris, l'architecte Eduardo Souto de Moura qui va venir et qui nous parlera aussi de ce bâtiment. Et puis, j'ai aperçu, il sera là tout à l'heure sur scène aussi, mais j'ai aperçu François Bouchaudy. Je suis sûr que voilà, d'un petit, voilà, il est là, tiens, d'un petit coup de coude, il peut peut-être nous faire visiter entre deux, je suis sûr, et nous donner en tout cas son point de vue sur ce bâtiment, effectivement, en tout cas très agréable à l'usage, comme on le voit depuis ce matin. Pour préparer cette discussion à l'un et à l'autre, donc je rappelle la thématique, les architectes face à la réappropriation du patrimoine. On vous a demandé un lieu qui illustre, selon vous, parfaitement la réappropriation du patrimoine, ce mot-là, de réapproprier le patrimoine. On va commencer avec vous, Laurence Delomier-Rollin. Vous nous avez présenté le musée Castelvecchio à Vérone. On est en Italie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Et sur ce sujet de réappropriation du patrimoine, pourquoi est-ce que vous avez pensé à ce lieu-là en particulier? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de projets comme celui d'aujourd'hui, celui dans lequel on est, qui sont très intéressants, mais qui sont, qui peuvent être aussi des courants. Et voilà, comment flatter un architecte plus qu'un autre. Alors, il faut bien rappeler que moi, je ne fais plus de maîtrise d'œuvre, que je suis architecte urbaniste de l'État, donc je suis dans l'accompagnement. Et en fait, j'ai pensé au Castelvecchio parce que c'est une révélation de jeunesse, quoi. Et c'est ce qui m'a amené à travailler dans le patrimoine. J'étais architecte des bâtiments de France parce que justement, tout d'un coup, je me suis rendu compte que, on n'était pas obligé de garder des reliques. On pouvait avoir un discours intéressant et puis qui justement rajoute une couche sans la dénaturer, en sublimant vraiment ce qui existe. Ce qui est la particularité en plus, j'ai vu qu'elle était en très bonne position dans l'exposition que vous présentez, donc ça m'a fait très plaisir. Je ne pensais pas que c'était dans la première page, je pensais qu'il y avait des choses plus... Pour moi, il y a des choses antérieures, mais qui sont méconnues. C'est vrai que c'est une icône pour tous les architectes qui parlent de cette question. Mais ce que je voulais aussi, et puis pour un peu rassembler, c'est-à-dire que l'attitude d'un architecte qui peut, Scarpa en particulier, qui a travaillé pendant 15 ans sur ce projet, c'est que ça sous-entend une culture immense. Et c'est justement ce que vous aviez montré avec le film de Gaudin, c'est comment réinterpréter les formes permanentes depuis l'Antiquité, et donc qu'il a eu une culture immense et qu'il a réinterprété non seulement cette culture immense traditionnelle, mais en plus
sur une culture locale. Pardon, je vous interromps pour préciser, hein, le film de Godin, on va voir dans un instant un extrait des leçons d'architecture qui ont lieu régulièrement au Toronais, et voilà, mise en œuvre et présentée notamment par la MAF PACA, donc la Maison de l'Architecture et de la Ville de PACA. On va voir ça tout à l'heure et ça va pouvoir, là encore, alimenter nos discussions, mais effectivement, vous nous avez donné un petit avant-goût, Florence Dolomier-Rollin, et on vous en remercie. De votre côté, Xavier Fabre, c'est la place de la vieille ville à Varsovie qui est selon vous cet exemple, ce remarquable de réappropriation du patrimoine. Alors oui, c'est un exemple comme il y en aura beaucoup d'autres. Varsovie, vous savez, a été détruite par l'armée nazie, bombardée systématiquement. Et cette place, comme ils savaient que de manière imminente, elle devait à un moment disparaître, parce qu'ils étaient au courant des préparations, il y a eu un travail de dizaines d'étudiants d'architecture de l'école de Varsovie qui ont relevé systématiquement l'ensemble des façades, l'ensemble des bâtiments, ont fait un relevé systématique, ont numéroté les pierres et qui, après le bombardement, ont refait un tri. Et l'objet, le choix, je dirais, ça a été de reconstruire à l'identique en refaisant une interprétation morphologique, ce qui fait ce que vous voyez entre des immeubles qui sont apparemment séparés. Il y a parfois des appartements qui enjambent deux immeubles pour que ça puisse fonctionner mieux. L'exemple qui me paraît important ici, c'est que c'est un patrimoine défendu par une population, c'est un patrimoine remis en œuvre par un ensemble de collectifs, ce n'est pas l'œuvre d'un architecte, mais c'est l'œuvre de toute une histoire d'un peuple. Et je pense que c'est ça qui, pour moi, fait l'exemple le plus fort, c'est-à-dire que le patrimoine, c'est ce qui est partagé. Mais comme quoi, c'est aussi le contexte de l'appropriation ou de la réappropriation qui en fait sa valeur, parce que une reconstruction à l'identique, j'entends pas beaucoup d'architectes la vanter a priori. Ici, c'est vraiment dans ce cas particulier. Alors, d'une part, c'est un cas particulier, comme tous les cas de réhabilitation. Hein, et d'autre part, c'est le fait de dire que ce lieu-là, qui n'est pas un monument, qui est un espace public, devient en lui-même un lieu de patrimoine exemplaire et mérite d'être reconstruit à l'identique. Alors, surtout qu'il n'est pas reconstruit complètement à l'identique, il y a des interprétations. Mais il faut les connaître. Alors moi, j'ai eu la chance de le visiter avec un des architectes qui avait travaillé sur le sujet, donc il m'a expliqué tous les détails. Mais si vous voulez, c'est en fait une réinterprétation, mais qui conserve une atmosphère unique, recréée, qui était celle de la vieille Varsovie. On vous a demandé aussi de présenter chacun 2 travaux qui illustrent cette question de réappropriation du patrimoine, des travaux de votre agence, Xavier Fabre, et des travaux sur lesquels vous avez travaillé, Florence Dolomier-Rollin, en tant qu'architecte conseil. Mais avant de les regarder, dans quelques minutes, on avait envie de vous faire réagir effectivement à l'intervention d'un architecte décédé cette année, Henri Godin, qui avait, on le disait à l'instant, été invité dans le cadre des leçons du Toronais. C'était en 2013. Et il va, à chaque fois, je précise sur les leçons du Toronais, on demande à un grand nom de l'architecture son regard sur cette ancienne abbaye cistercienne qui est celle du Toronais. Et plus qu'un regard, même, on l'invite à proposer une intervention, souvent très fine, très légère, mais qui participe à révéler le lieu. On est tout à fait dans notre question, là encore, d'appropriation. On n'en sortira pas, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur cette appropriation. En tout cas, on va écouter, on a 4 minutes, un petit extrait de la leçon qui, elle, est beaucoup plus longue et disponible sur le site web de la MAF PACA. Il est question du caractère d'un bâtiment qui inspire, mais aussi qui peut susciter peut-être une certaine appréhension avant l'appropriation ou la réappropriation d'un lieu. Lors de ma première visite au Toronais, ce n'était pas un ordre rigide, ce n'était pas la rigueur, ce n'était pas l'économie des moyens, ce n'était pas la discipline, finalement, la discipline cistercienne qui m'apparaissait, mais je cédais, tout au contraire, je cédais à l'exaltation des formes. Ce qui veut bien dire que finalement, probablement j'arrivais avec mes idées presque un peu scolastiques sur l'ordonnance, sur
les partis de partis sur le discours scolastique, et que finalement il y avait quelque chose qui était bien au-delà de tout ça, et qui était une sorte d'exaltation, et exaltation qui se manifestait par des gerbes de courbes. Ce n'était pas le dessin des arcs qui épaule la nef, ni la voussure glorieuse qui couronne l'autel, ni l'abside majestueuse qui fait mémoire du magistrat qui rendait la justice dans les basiliques du Forum romain. Ce n'étaient pas toutes ces choses apprises qui affluaient en moi, c'était un espace libre pour ma respiration, c'était des gerbes d'arc brisés, c'était l'envol d'une nef qui portait ma vision. Il me fallait oublier un savoir qui m'abreuvait de rigueur, de purisme et d'intransigeance et d'ascétisme pour que les choses arrivent à moi dans l'évidence et que se révèle alors la modernité. J'aime beaucoup cette vidéo. Au-delà du propos, on a la manière de parler propre, évidemment, à Henri Gaudin. Et puis on entend la résonance du lieu. Voilà, c'est assez fort. Et on a la vidéo, voilà, comme je le disais, qui se retrouve sur le site web de la MAF PACA et que je vous invite à aller regarder dans sa grande longueur. Comme quoi, nous disait Henri Gaudin, un bâtiment aussi patrimonial soit-il, il peut déjà en lui-même cacher une certaine modernité. C'est ce qu'il nous dit à propos de l'abbaye du Torronais. C'est un bon point de départ pour ensuite se réapproprier et réadapter un lieu à un temps plus contemporain. Peut-être qu'il y a ce qu'on entend aussi, c'est qu'il y a une connaissance du bâtiment qui permet de passer au-delà de l'évidence. Comment, selon vous, selon l'un et l'autre, comment est-ce qu'on lit un bâtiment pour réussir à aller au-delà de l'évidence, pour apporter quelque chose en plus dans la réappropriation qu'on fait d'un lieu ? Alors c'est vrai que là, je vais défendre quand même des professions et des spécificités. C'est-à-dire qu'il y a quand même d'abord un diagnostic, au-delà de la culture dont je parlais, c'est comment on appréhende un bâtiment, qu'est-ce qui existe, comment il a été transformé déjà, parce que voilà, et comment il a été projeté à l'origine. Et du coup, tout ce diagnostic doit être fait de façon assez minutieuse. Et après, il y a des choses qui se révèlent assez naturellement. Et du coup, on essaye plutôt d'enlever et de simplifier pour justement arriver à cette modernité. Oui, pour reprendre les merveilleux mots d'Henri Gaudin, je pense qu'il faut accepter que la modernité, c'est ce qui n'a pas de temps. Je veux dire par là que ce sont des œuvres, des lieux qui s'inscrivent dans une très, très forte et très longue histoire, qui du coup ne sont plus des effets de mode, ne sont plus des effets d'une production, soit d'un temps où on a dit qu'il fallait faire du nouveau, ou soit de quelqu'un qui voulait marquer son époque et qui a cru original de faire telle ou telle œuvre. Dans l'architecture cistercienne, dans le Torronais, et dans ce qu'on recherche tous dans l'architecture, c'est d'une certaine manière ce retrait, cette simplicité qui fait que ça n'a pas de temps. Moi, j'ai été très frappé de ce qui a été montré tout à l'heure sur la Halle au Blé de Clermont et cette maquette merveilleuse qui est faite. C'est un bâtiment d'une telle simplicité que d'une certaine manière, les enfants peuvent se l'approprier, tout le monde peut s'approprier. Et effectivement, il a un message très fort, comme une abbaye cistercienne, et en même temps, il est capable de tout parce que sa simplicité, son retrait sont évidents. Mais tout ça, du coup, ça induit aussi une question d'époque. Donc, on n'a pas pensé le patrimoine à tous les moments, à toutes les époques de la même manière. C'est une évidence de le dire. Et en même temps, en tout cas, ça se traduit architecturalement par aujourd'hui cette manière d'envisager la chose qui n'était pas là il y a encore. Oui, ça fait 150 ans qu'on parle de patrimoine. C'est une idée très récente. Et je pense qu'on fait souvent une grosse erreur. On pense patrimoine, on pense architecture et objet architectural. Alors que le premier patrimoine, c'est la ville. C'est ce qui est partagé en premier. Voilà. Et les bâtiments ne sont qu'un produit de la ville. Décidément, il y aura beaucoup de liens entre toutes les différentes interventions qu'on va avoir
aujourd'hui, j'imagine. Vous voulez dire un mot ou on continue sur les projets ? Comme vous voulez, mais effectivement, moi je me demandais justement, en vous écoutant ce matin, si quand même le patrimoine n'était pas quand même un moyen d'appropriation, parce qu'effectivement, ce n'est pas notre propriété, mais c'est quand même, et on le voit par le succès des Journées du patrimoine, donc il y a quand même une question là-dessus. Et effectivement, il y a un projet là, dont je voulais un tout petit peu parler. Et ben voilà, comme ça, Voilà. ça fait la transition. Merci beaucoup, Florence Delomière-Rollin. Non, parce qu'effectivement, j'ai suivi pour la DRAC alors le garage Citroën à Lyon. Donc c'est pas ça, voilà, c'est Voilà, ça. excusez-moi. Et en fait, au-delà de la prouesse de savoir comment on transforme justement, qu'est-ce qui fait patrimoine sur un bâtiment comme ça, c'est un îlot, c'est un bâtiment industriel, comment on garde, comment on peut le transformer sans le dénaturer et en permettant un autre usage. La grosse question et la chose qui a été le plus réussi à mon sens, c'est que c'est dans un quartier central de Lyon, mais quand même très populaire. Et en fait, ça redonnait une fierté d'habiter à tout le quartier. Et ça, je trouve que c'est là où je pense qu'il y a quand même une appropriation. Parce que ça a été vraiment fédérateur. Pardon, Alors, est-ce que c'est parce que c'est un garage et que c'est plus facile ? Je me suis beaucoup posé cette question. Tous les petits garçons qui jouent avec leur garage, je ne sais pas. Mais il y a eu un déclic. Ouais. Je me posais une autre question, c'est est-ce que c'est parce que c'est patrimoine ou est-ce que c'est parce que c'est une architecture vue comme une architecture neuve, on va dire, un nouvel usage qu'on y fait ? Je pense que ça a révélé, tout le monde était attaché à ce garage avant même qu'il soit restauré. Donc, c'est une place dans la ville, c'est une visibilité, c'est certain. Mais non, je pense que c'est parce que c'est patrimoine et que c'est reconnu comme du patrimoine et en plus que c'est récent. Donc c'est quelque chose qui est peut-être plus appropriable qu'une église, qu'un château. Voilà, je pense qu'il y a cette question-là. Qui m'intéresserait Non, mais parce que c'est vrai qu'on l'entend plus largement sur l'architecture, cette question de la fierté d'un habitant qui est exercée par un bâtiment, une belle construction, une construction avec certaines caractéristiques. En tout cas, certains s'essayent d'ailleurs à en faire l'inventaire de ces caractéristiques-là. Je pense à des architectes de logement notamment qui disent il faut il faut se montrer auprès des habitants. Ce que vous nous dites, c'est que le patrimoine, il offre encore plus cette question de la fierté. Oui. Je pense que oui, il est fédérateur. Un autre projet, cette fois, c'est vous, Xavier Fabre, qui en avez eu la charge, c'est le Creux de l'Enfer. On est à Thiers, c'est un centre d'art. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et raconter aussi votre intervention voilà, sur ce lieu ? J'ai proposé cette image et qui va avec un plan de la ville, ce qui est très important. Et bien sûr, tout le monde regarde d'abord le bâtiment, mais c'est le plan de la ville qui compte. On va l'imaginer, le plan de la ville. Voilà. Je ne crois pas l'avoir dans le cadre de Thiers est une ville diaporama. magnifique. Qui est l'issue d'une bataille industrielle de plusieurs siècles et de tensions sociales, mais qui a une vallée qui est construite par une vingtaine d'usines. Et ça, c'en est l'une d'elles, une des plus emblématiques, qui se situe sur une chute très forte et sur laquelle elle a été choisie de faire un centre d'art lié au travail du métal et à la sculpture. Et nous, notre intervention, ça a été d'une part de resituer ce bâtiment dans tout le circuit industriel qu'il a généré, la rivière, le bief, les parcours, la passerelle, et même les chemins de portefaix qui montent vers la ville, et d'une certaine manière de dire ce lieu, on n'a pas besoin de le bouger, de le toucher, de le transformer. On n'a fait que des adaptations qui étaient déjà présentes dans le site, et on a totalement conservé les enduits, refait une préservation d'enduits sans le remettre à neuf. Et c'était une bataille auprès des élus parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils disaient on met de l'argent, on veut que ce soit neuf. Et nous, on a défendu l'idée que non, le lieu a sa force par son côté, qu'il est toujours là et qu'il n'est pas changé, mais que par contre, l'usage nouveau qui en est fait le fait totalement revivre auprès de la population. Sur ces questions de réappropriation, et je vous remercie d'utiliser le terme haïtien. Alors je ne sais pas si il est à ce point-là dans nos vocabulaires au quotidien ou alors si c'est la journée d'études d'aujourd'hui qui nous amène à le multiplier. En tout cas, c'est tout à fait bienvenu. Est-ce que la réappropriation de l'architecte que vous êtes lorsque vous travaillez sur ce bâtiment-là est la même que la réappropriation d'un habitant qui l'a connu, qui l'a vu, ça a fait partie de son paysage et aujourd'hui va pouvoir rentrer dedans parce que c'est un centre d'art ? Alors, on ne peut pas le mesurer ou le calculer, ou bien ça nécessite des études sociologiques très, très complexes, mais je dirais que c'est notre travail d'architecte d'essayer en premier lieu de se poser la question
dans ce site, dans ce bâtiment, dans ce terrain ou ce sujet d'architecture qui est proposé, qu'est-ce qui est en attente par rapport à la ville et par rapport aux habitants qui vont être là et qui vont venir. En attente en termes de forme, en termes d'emprise de bâtiment et en termes aussi de fonctionnement de l'usage. Pour moi, c'est la question principale. Je ne crois pas que l'appropriation soit quelque chose qui se fabrique. Je crois que c'est quelque chose qui se fait par les habitants, presque une prise du pouvoir du lieu, si vous voulez. Mais il y a quand même des choses en attente. Et dans le patrimoine, il y a toujours aussi une attente, une présence. Hein. Et donc nous exploitons ces éléments-là et nous simplement faisons un travail de révélateur. Mais nous ne devons rien imposer et faire le plus possible, j'emploie toujours moi ce mot de retrait, pour dire voilà, c'est à disposition, ça peut fonctionner, ça ne peut pas fonctionner, mais la question de la prise de possession par les habitants, elle viendra par le temps. C'est un processus long, hein, et qui ne se fabrique pas. Mais en tout cas, ce que j'aime bien dans ce projet aussi, c'est cette idée vraiment que le bâtiment patrimonial, on se l'approprie déjà quand il est dans un paysage. Et un bâtiment industriel est dans un paysage, on n'a pas l'habitude d'y rentrer. Mais d'en faire un centre d'art, on est vraiment dans les deux sens de la réappropriation. C'est-à-dire que déjà parce que c'est dans un second temps, et aussi parce que ce n'est plus la même appropriation. Cette fois, on connaît le bâtiment de l'intérieur. Alors, je pourrais prendre une image qui a été évoquée sur la force des monuments. Et qui a été évoqué très bien par Thierry Pacaud tout à l'heure. La ville, c'est une bataille économique, hein, c'est une bataille sociale. C'est le fruit d'un pouvoir exercé par le plus puissant pour faire tourner leurs intérêts et faire qu'à peu près les gens vivent. Mais dans cette bataille, ils ne sont pas toujours gagnants. Il y a quand même une résistance, il y a quand même une possibilité des gens qui vivent, qui travaillent, de dire « je participe aussi à cette ville et j'en forme quelque chose ». Et d'une certaine manière, les gens qui construisent, les gens qui maîtrisent, les gens qui décident, font aussi d'une certaine manière des choix où ils sont obligés de construire des choses magnifiques ou des choses magnifiées parce que c'est leur manifestation de pouvoir. Mais 50 ans, 20 ans, 300 ans après, les gens ont repris ce pouvoir-là et disent « ça, c'est vous qui l'avez fait, mais c'est à nous ». Voilà. Et je crois que le patrimoine, c'est ça. C'est une bataille du temps sur la ville qui est appropriée par les gens. Et voilà qui fait écho d'ailleurs aussi à une des questions qu'on a eues tout à l'heure. Je précise qu'on revient petit à petit sur notre temps et si on raccourcit un tout petit peu la pause déjeuner, on va pouvoir prendre là encore 3-4 minutes de questions-réponses. Donc n'hésitez pas, vous, ici dans la salle de l'Horizon de la Comédie de Clermont-Ferrand et puis chez vous aussi, chacun depuis chez soi, on peut continuer à poser des questions. Je vois qu'il y a pas mal de messages dans le chat et je vais pouvoir en citer quelques-uns. On continue, on a encore chacun, vous nous avez ramené une deuxième image. On va commencer avec vous, Florence Delemier-Rollin. Alors, je ne sais pas si c'est très visible, effectivement. Alors, c'était, voilà, pour... En fait, maintenant, donc, je suis conseillère pour l'architecture et effectivement, mais je ne vais pas revenir sur la question de la résidence. C'est une résidence. Il y a eu 30 résidences. Il y a plus de 30 résidences en Auvergne-Rhône-Alpes depuis 5 ans. Donc, on travaille beaucoup avec les maisons de l'archi, mais aussi les CAUE. Enfin, c'est quelque chose où je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et effectivement, je vous avais écouté au colloque à Bordeaux et voilà, j'ai un peu copié, on teste et tout. Mais pardon, le colloque à Bordeaux, on veut écouter nous aussi un colloque qui doit dater de 5-6 ans, voilà. Qu'on peut retrouver sans doute. Voilà. Okay. Et donc, voilà, c'est effectivement avec le réseau, avec les maisons de l'archi, avec les CAUE, qu'on a mis en place une vraie démarche sur les résidences. Celle-là a quelque chose de particulier et que je voudrais souligner, parce qu'effectivement, ce que je n'ai pas fini de dire sur Scarpa et sur quelque chose qui porte les architectes, c'est que Scarpa, quand il intervient, et il le dit très clairement, c'est je dessine parce que je veux voir. Et en fait, dans cette résidence en particulier, qui est une résidence courte, hein, c'était une dizaine de jours. Bon, j'y retourne lundi parce que je pense qu'ils veulent une deuxième tranche. Donc voilà, c'était une dizaine de jours, mais 10 jours sur place où les 4 architectes sont sur place dans ce village qui fait 1500 habitants. Et ils dessinent le village et ils expliquent. Et en fait, je trouve que c'est très intéressant parce que ça rejoint tout ce qu'on disait ce matin. C'est que c'est une vision élargie du patrimoine. C'est-à-dire que ça donne à voir aux habitants
les formes élémentaires de l'architecture, les typologies, les jardins, ça révèle la place de leur village, dans leur petite ville, dans un territoire. Et vraiment, je voulais... donc, il y a toute cette question du temps long, de ménager l'esprit des lieux. On peut dire bien sur cette résidence, on peut bien raconter quel était le rôle précis des architectes, leur intervention, elle a consisté... C'est-à-dire que c'était cette commune candidate à petite ville de demain. Ils ont un site patrimonial en cours, dont je suis aussi la mise en place. Par contre, il y a des espaces publics épouvantables, avec de la moquette Vaux-Gazon. Ils ont déjà déplacé la pharmacie un peu en centre-bourg. Il y a des bruits qui courent sur un supermarché. Enfin, voilà. Donc, il y a peut-être urgence, il y a des regards croisés, et c'est encore préservé. C'est une ville d'origine 14e, avec des jardins un tout petit peu à l'intérieur, mais surtout, c'est une enceinte avec des jardins hors les murs, un très beau paysage. C'est une ville qui, sous-tendue par la crise Covid, très proche des voies de circulation, peut être un peu amenée à être soumise à pression. Donc, il y a urgence à faire prendre conscience de la qualité de ce qui existe. Et c'est effectivement la qualité de l'urbain, la qualité de la typologie, et révéler les typologies possibles. Il y a des grandes lanières très longues qu'il faudra peut-être trouer. Et du coup, avec le SPR, peut-être permettre des choses plus simples. Et puis surtout, permettre la réappropriation aux habitants. Et en fait, ça, c'est le croquis, la maquette, enfin, c'est ce que disait Scarpa, c'est-à-dire que ça donne à voir, et par une axono, on comprend un plan. Les habitants commencent à comprendre le système d'une coupe. Et en fait, c'est aussi simple que ça, quoi. Et cette simplicité, je trouve que ça redonne l'usage de comment on peut créer les creux dans un village. Alors effectivement, c'est beaucoup plus simple sur une petite commune. Ça, je partage votre avis. Et puis, puisqu'on parle d'appropriation, ça montre aussi, les outils aussi, l'appropriation des outils aussi est un enjeu en tant que tel pour arriver à l'appropriation des lieux. Et puis, on va terminer par un dernier bâtiment, c'est vous qui nous le présentez, Xavier Fabre, le théâtre de Martigues. Cette fois, on a deux images pour le présenter, puisqu'on a une image qui le montre d'un petit peu plus loin, et c'est pas anodin. C'était pour un clin d'œil à ce lieu qui nous accueille, un autre théâtre qui est dans une situation urbaine très particulière et qui est dans la ville de Martigues. La ville de Martigues se caractérise par c'est un vieux petit port de pêche, et elle est constituée de 3 villages séparés par des canaux. Et dans chaque village, il y a une église, et l'église n'est pas tournée de manière orientée comme d'habitude, mais protégée du Mistral, avec une petite place devant, et donc tournée vers l'est pour l'entrée. Et donc on a repris dans ce théâtre la recherche de l'implantation qu'observent tous les grands monuments de cette ville, qui n'en a pas tellement, hein. Il y a 3 églises et une mairie en fait. Et au lieu de se mettre, alors qu'on est face au port, face à un lieu prestigieux, face à une promenade, au lieu de se mettre en frontalité, on s'est mis le long, et on a constitué une petite place d'entrée que vous voyez à peine sur la droite, un petit patio, un grand foyer, et repris tous les éléments traditionnels d'un théâtre, c'est-à-dire la galerie, la cage de scène, la cavea et la partie arrière. Et donc, pour nous, c'est simplement de dire, par cet exemple, que même si ce n'est pas un patrimoine, puisque c'est un bâtiment neuf, là, il faut avoir dans toute la construction neuve la même attitude que celle du patrimoine, c'est-à-dire partir de la ville, partir de l'analyse urbaine, reprendre des éléments de modèle que l'on fait évoluer, que l'on fait avancer et qui expriment l'aujourd'hui du théâtre, tout en montrant que ce lieu est un théâtre comme tous les théâtres du monde. Et donc il est lisible immédiatement. Il n'essaye pas de singer une modernité, de raconter une histoire nouvelle. Je suis un théâtre qui est là et qui est pour de la mer, mais qui respecte la forme urbaine du lieu. Et je crois, en vous entendant, qu'on est déjà un petit peu en train d'annoncer une partie du programme de cet après-midi. On va avoir notamment un regard croisé entre les architectes Philippe Prost et Myrto Vitar, où chacun commentera le travail de l'autre avec, je crois, cette attention très forte à l'existant. Évidemment pour une construction patrimoniale, pour une réhabilitation patrimoniale, mais aussi pour une inscription dans un site. Et c'est vrai que ce lien qu'on a mis en œuvre de façon volontaire, de façon très didactique, entre l'appropriation et la réappropriation,
je crois qu'on est déjà un petit peu en train de le voir avec vous, ce lien finalement il est assez ténu et une appropriation et forcément une réappropriation. Je me tourne vers le public. J'ai aussi les questions des internautes qui sont ici. Vous n'hésitez pas, hein, que si vous nous suivez en ligne, à nous faire part de vos questions et remarques. Et je me charge ensuite de les transmettre à nos invités. Et puis, c'est valable et encore plus facilement pour vous qui êtes juste en face de moi. Est-ce que nous avons des mains qui se lèvent pour que nous puissions vous donner un micro ? Je fronce un petit peu les yeux pour essayer de voir et je vois effectivement une main au 4e rang. Et voilà, on vous apporte un micro. Et si vous voulez bien, comme on le demandait tout à l'heure, vous présenter d'un mot, hein, pour qu'on ait bien le point de vue de votre J'allais dire Jean-Martin, votre question. Maison de la culture Maison de la culture, de l'architecture de la Corse, pour montrer peut-être que les deux sont toujours dans notre esprit excessivement liés. Je voulais juste me mettre un peu en opposition avec M. Fabre, qui présentait son projet sur Varsovie. J'ai été à Varsovie au même endroit il y a très longtemps, au moment de l'ouverture, et donc c'était assez intéressant d'aller dans un pays de l'Est à ce moment-là. Et j'ai plutôt eu, moi, après avoir vu Cracovie et être allé à Varsovie, une impression très bizarre, même si on dit tiens, c'est typique. Et puis après, j'avais une impression un peu étonnante d'un décor de théâtre reconstitué. Et donc quelque chose qui était à la fois vrai et faux. Et donc je voulais lui faire part de cette impression, ce qui ne voulait pas dire que l'endroit n'était pas attrayant et qu'il n'était pas remarquable dans une ville qui avait évolué, qui a continué énormément à évoluer depuis d'ailleurs. Mais c'est cette sensation qu'à un moment, une intervention peut être comme un désir qui n'est pas tout à fait, j'allais dire, une réappropriation immédiate, ou tout au moins, une fois qu'on a fait la démarche, on a ce sentiment qu'on est dans quelque chose qui est un peu... Enfin, moi, je me souviens de cette impression tout à fait curieuse que j'avais eue de faux. C'est vrai, ça rejoint vraiment ce qu'on disait tout à l'heure. J'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus, Xavier Fabre. C'est vrai que cette question de la reconstruction à l'identique interroge toujours, et ici apparemment, donc on peut avoir ce point de vue. Moi, je ne suis pas un défenseur de la reconstitution à l'identique, hein. Mais je trouve que dans certains cas où ça représente une telle force de présence nationale et une telle culture ancrée, la question peut se poser. Mais je partage aussi, il y a quelque chose effectivement de très difficile quand il y a cette reconstruction, c'est qu'on est effectivement face à un décor, quoi, d'une certaine manière, hein. Et c'est pas seul le fait de la reconstruction, c'est que cette place est devenue presque un tel emblème qu'elle n'a et que la ville n'est pas occupée forcément par la population qui était là avant, bien sûr, hein, que la vie n'a pas forcément repris, hein. Mais je voulais le citer comme un exemple paradoxal, c'est-à-dire pour expliquer l'importance en fait des choix urbains avant des choix d'objets. Oui, mais quand bien même on était face à un décor, si ce décor, ça vient d'une volonté profonde des habitants qui se sont vus désapproprier leur patrimoine par des bombardements et qui en ont un attachement si fort qu'ils ont envie de le remettre à l'identique. Je pourrais répondre ça, mais ça nous rend une grande discussion. Effectivement, je pense que le décor est important et que la ville est le décor de la vie quotidienne, mais c'est aussi un décor. Et que ce qui est important, c'est la vie. C'est comme dans un théâtre. Voilà. Moi, j'ai eu la chance d'avoir l'enseignement et de travailler avec Aldo Rossi, et donc c'est effectivement sa ligne de conduite. L'architecture est à la fois très réelle, mais à la fois quelque chose de mental qui participe d'un effet de décor. Alors, on voudrait tous que l'espace soit complètement vécu, complètement approprié, mais en fait, l'appropriation, elle n'est jamais totale, hein. Elle n'est jamais complète, elle n'est jamais acquise, hein. Et donc, je partage l'effet d'un peu d'abstraction et de décor dans ce lieu-là, mais ce décor, à mon avis, là, se justifie. Florence Delomier-Rollin, je vous voyais hocher la tête. Vous non, mais semblez j'ai rien à abonder. rajouter. Oui, non, je pense que... Est-ce qu'on a encore une question? Mince. Ah oui, pardon, excusez-moi, voilà, on a une question au 6e rang. Bonjour. Je m'appelle Pierre-Angèle Vin, je suis membre d'une association qui s'appelle l'Observatoire photographique des territoires du Massif central. Je suis photographe
Et je voulais revenir, et je me sers entre autres de la photographie justement pour mobiliser, sensibiliser, essayer de recueillir la parole des gens et faire advenir vers d'autres leur regard. Voilà. Oui, je voulais revenir sur les résidences qui ont été présentées tout à l'heure et qui me semblent si riches et qui en fait m'apparaissent comme des expériences, comme celles que je peux tenter quelquefois avec plus ou moins d'échecs me concernant. Est-ce qu'on ne devrait pas en faire une règle ? Par exemple, il existe une convention européenne du paysage. Je ne sais pas s'il existe une convention européenne de l'architecture, et s'il faut qu'il y en ait une d'ailleurs, mais dans lesquelles, par exemple, ces questions d'objectifs de qualité, alors la paysagère, sont clairement affichées, et avec l'idée de se tourner aussi vers les usagers du paysage, et donc là, ce seraient les usagers de l'architecture, mais évidemment, je ne sais pas si on éviterait les catastrophes dont on a parlé tout à l'heure, mais ne pensez-vous pas qu'on puisse voilà, au moins faire une règle, au moins sur ce territoire, même si c'est national, même si ce n'est pas à l'échelle européenne, d'une réflexion, d'inscrire, si je puis dire, dans la loi, d'une certaine manière, cette manière cette intention et cette volonté, et que ça devienne une règle de se tourner vers les habitants et vers les usagers de l'architecture. Et ben voilà une très bonne idée, Florence Delhomme-Rollin. On n'en est pas très loin. On va peut-être passer ensuite la parole à Valérie Flicoteau de l'Ordre des architectes, mais Florence Delhomme-Rollin. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, franchement. Et puis surtout, quand on a des politiques, je veux dire, petites villes de demain, il faudrait une résidence dans toutes les petites villes de demain. Dès qu'on a ASPR, il faudrait une résidence. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut derrière des gens qui puissent les mener. Vous êtes là. Voilà. Et puis on n'est pas si nombreux que ça. Et c'est vrai qu'il faut se mettre en ordre de marche pour ça, pour cette question-là. C'est très important. Et pour pas que ça soit utilisé, comme l'a dit nos collègues tout à l'heure, pour de la concertation. C'est pas ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a aussi il y a un peu des choses qui sont pas forcément très claires. Les élus, quand on leur propose une résidence, ils croient qu'on leur propose de la concertation. La concertation est issue quand même des métropoles, alors que les résidences sont plus efficaces dans des territoires plus ruraux, plus entre deux. Et alors, on va donner la parole à Valérie Flicoteau, qui est présente dans notre public, vice-présidente de l'Ordre des architectes. On l'entend, cette volonté d'inscrire la résidence dans la loi pour des nouveaux projets territoriaux. Alors, en fait, moi, ce que je voulais vous dire, monsieur, c'est qu'il y a déjà une loi qui existe, et il y a la loi de 77 sur l'architecture, qui décrète l'architecture et l'aménagement du territoire d'intérêt public. Donc ça fait quand même bientôt une quarantaine d'années que la France est dotée d'une loi. C'est le seul pays européen à avoir une loi sur l'architecture qui aussi a amené ces outils. Donc l'ordre des architectes a été créé, c'est la loi de 77 qui crée les ordres, c'est la loi de 77 qui crée les structures de conseil en architecture, en urbanisme et en environnement, les fameux CAUE qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Les architectes conseils de l'État, toute cette politique aussi, les architectes des bâtiments de France, et donc toute cette politique aussi de la préservation du patrimoine. Et ce qui est un peu triste aujourd'hui, c'est que finalement, nos élus oublient peut-être cette loi, ne s'en saisissent pas, ne mettent pas en valeur aussi tous ces outils qui sont là sur les territoires. Aujourd'hui, on a un ministère, on a une direction qui a été longtemps la direction des patrimoines, qui maintenant est redevenue la direction de l'architecture et du patrimoine. Vous verrez aussi que derrière cette sémantique, il y a quand même aussi quelque chose qui est lourd, parce que la direction du patrimoine, c'est un peu la direction des musées. Or, la ville, on ne vit pas dans un musée, on vit bien dans un lieu qui doit se réinventer, pas au quotidien, mais qui doit bouger, se réinventer régulièrement. Et cette loi de 77, elle était certainement faite là pour ça.
et moi, bien sûr que je souscris à ça, bien sûr que j'en appelle à un architecte conseil derrière chaque maire. Je discutais avec le président de la Chambre des architectes de Barcelone, qui disait qu'en Catalogne, il y a 900 communes et que derrière chaque maire, il y a un architecte et que pour eux, c'est impensable qu'il n'en soit pas ainsi. Donc on voit bien aussi qu'on est un peu loin de ces réalités-là en France et que nous, on y aspire. On aspire aussi à ce que les architectes et les gens qui ont reçu une formation architecturale investissent tous les champs de la société et ne soient plus que des maîtres d'œuvre. Je pense que les architectes doivent aussi être des conseils. Les architectes doivent être, effectivement, on a entendu tout à l'heure toutes les problématiques de qu'est-ce qui se passe une fois que le bâtiment est là, comment on fait pour le livrer, comment on aide les gens à se l'approprier, les techniciens. Donc, moi, je vois le travail extraordinaire que vous faites de médiation. Je pense à Théma Architecte, la façon dont vous expliquez l'architecture, mais on a besoin de ça, et c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, on a besoin des maisons comme outils de médiation, outils pour faire connaître l'architecture. Ben voilà qui est très bien dit. On va arriver bientôt sur le temps du déjeuner. Je ne sais pas si on a le temps d'une question, auquel cas elle devra être très courte, très concise avec la réponse associée. Mais alors, peut-être effectivement, et pour qu'on ait voilà, un tout petit peu de temps de déjeuner, je vous invite à ce qu'on se retrouve à 14h30.